Je vais commencer par un... Alors, il faut que vous me montriez comment ça fonctionne pour avancer. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, je commencerai par un tableau que vous connaissez tous, j'imagine. C'est ce tableau qu'a exposé Delacroix au Salon de 1831, qui fit sensation, scandale, et qui est aujourd'hui connu sous le titre de « La liberté guidant le peuple ». Mais en fait, le registre des entrées au salon lui donnait pour titre 29 juillet. Et on sait aussi que l'artiste désignait le tableau quand il en parlait, tantôt sous le titre de 28 juillet, ou La liberté, ou La barricade. Évidemment, vous connaissez tous l'iconographie. On y voit escaladant une barricade sous laquelle gisent les cadavres d'un homme à demi nu, d'un garde suisse et d'un cuirassier de la garde royale, une allégorie féminine, la liberté, qui est accompagnée d'un homme en chapeau haute forme, en gibus, armé d'un fusil, et d'un gamin de Paris, de l'autre côté, qui brandit un pistolet. Et il marche droit vers le spectateur, entraînant, la liberté entraîne derrière la foule du peuple parisien, la foule des insurgés. C'est la réponse d'un grand artiste à la Révolution de 1830. Et cette œuvre de Delacroix, qui relève de la nouvelle peinture d'histoire de l'école de 1830, fut rapidement d'ailleurs achetée par la monarchie, mais ensuite mise en réserve, ce qui fait qu'elle ne ressurgira que bien plus tard. Et pourtant, elle a construit une image nouvelle du peuple en révolution selon une formule qui présuppose un système sémiotique fondé sur le langage des corps, celui de la représentation du peuple de Paris par une pluralité de types. Et c'est le mot sur lequel je vais beaucoup parler dans cette présentation, qui est un terme d'époque. Ils sont tous réunis autour de ce personnage qui incarne l'idée de nation, qui préfigure Marianne. On pense bien sûr aux travaux de Maurice Agulon, comme en témoignera d'ailleurs la reprise de son effigie sur les billets de banque. Évidemment, ça s'est arrêté, je crois, depuis le passage à l'euro, mais pendant très longtemps, on l'a vu. Le gamin, quant à lui, que l'on retrouve au même salon dans Les Petits Patriotes de Genron, et auquel Hugo fera référence dans Les Misérables, est placé non loin des tours de Notre-Dame, visibles au loin. Et en fait, dans Les Français peints par eux-mêmes, l'un des livres dont je vous parlerai, on retrouve une petite vignette qui évoque un fragment, un détail de ce grand tableau, et qui en fait vivre la mémoire d'ailleurs, mais c'est justement le fragment qui représente le type du gamin de Paris. Et cette formule visuelle, celle des types dont je vais parler, a vraiment mis en place un système de représentation très important qui a été diffusé par la gravure, diffusé à travers l'Europe entière, et qui, pour la peinture française, a été très importante après Delacroix pour les peintres du réalisme et pour ceux de la nouvelle peinture, depuis Courbet jusqu'à Manet. Alors, je commencerai par... Bonjour. Par évoquer, vous présenter très rapidement ce plan. Donc, je parlerai d'abord d'une façon un peu générale de l'idée de littérature panoramique et de ce concept qu'on doit à Walter Benjamin, qui a entraîné un nouveau regard fondé notamment sur l'image, sur les sociétés européennes. Ensuite, je préciserai un petit peu quelle a été cette formule d'édition qui s'est diffusée, qui était fondée sur un livre, Les Français peints par eux-mêmes, qui a été diffusé à travers l'Europe et qui donc dont le modèle a été repris à travers l'Europe. Ensuite, je parlerai de l'élargissement de l'enquête à des classes qui n'avaient pas droit à la visibilité auparavant, donc donner une visibilité à des classes populaires à travers ces ouvrages. Et enfin, j'ai choisi d'évoquer plutôt qu'un autre sujet, parce qu'on aurait pu parler aussi des Belges peints par eux-mêmes, des Espagnols peints par eux-mêmes, etc. J'ai pris l'exemple de Londres et de l'échange entre Paris et Londres. Donc commençons par évoquer ce que c'est que la littérature panoramique. Et dans
Sous la monarchie de Juillet, beaucoup d'ouvrages vont être diffusés sous forme d'éditions illustrées et qui explorent des secteurs sociaux ou des régions ou des pays et qui donnent des représentations de la société en même temps que des paysages et des personnages célèbres éventuellement. Donc on trouve des livres qui portent sur le thème des provinces, la Normandie, la Bretagne, les costumes, l'Algérie, mais aussi les bagnes, les prisons, la marine, l'armée. Donc tous ces ouvrages font partie du répertoire du livre illustré romantique. Mais parmi ceux-ci, quelques-uns répondent à un projet plus global et pratiquement encyclopédique, dans lequel va ressurgir une tradition que j'évoquerai tout à l'heure, qui est celle des Cris de Paris. Il s'agit de ce livre très important qui s'appelle « Les Français peints par eux-mêmes » et qui s'intègre à un projet d'autoportrait des peuples en relation avec 2 autres livres, Heads of the People et Les Belges peints par eux-mêmes. L'ouvrage met en œuvre cette formule iconique que j'ai rapidement évoquée en introduction, le type, terme dont l'acception est très proche de celle du mot silhouette dans son emploi actuel. C'est-à-dire qu'il y a une dérivation du sens du mot type, évidemment, vers le racisme, etc. Dans la fin du XIXe siècle, ça n'était pas du tout utilisé dans ce sens-là à l'époque. Donc voilà, un petit peu pour évoquer ces 3 ouvrages, les Français, les Anglais et les Belges. Et comme je n'aurai pas l'occasion de vous reparler plus longuement des Belges peints par eux-mêmes, parce que j'ai coupé toute une partie pour tenir dans le temps de ma présentation, j'ai quand même introduit une évocation des Belges peints par eux-mêmes et sur mode de publication tels qu'ils apparaissent sur la couverture d'une livraison et avec la liste des types, le Bess que je vous ai montré en image tout à l'heure, la fille de boutique, le représentant, etc. Le fait que c'est vendu par livraison et que tout cela paraît en même temps que les Français peints par eux-mêmes. Voilà donc la couverture des Belges peints par eux-mêmes. Et voilà la liste des publications et des livraisons qui montre qu'on a fait intervenir les grands graveurs de l'École royale de gravure de Belgique pour cet ouvrage et que ce sont donc des personnalités de l'édition en Belgique, des auteurs et des graveurs qui ont contribué à cet ouvrage qui est une sorte d'autoportrait collectif. Pour en revenir à cette édition panoramique, il s'y rattache tout un très vaste secteur d'édition. J'en ai montré quelques-uns dans mon image ici, depuis le livre des 101 qui a été publié au début des années 30, jusqu'aux Français peints par eux-mêmes dont je parlerai, qui paraît entre 39 et 41, sous forme de livre de 40 à 41, Le Diable à Paris, La Grande Ville, et enfin les ouvrages de Balzac. Mais aussi, on reprendra ce modèle, et Granville le reprendra pour les animaux peints par eux-mêmes. Là, je ne vous ai pas montré la bonne affiche, parce que le livre s'appelle Scènes de la vie privée et publique des animaux, par référence à Balzac, mais une autre édition lui donne pour titre Les animaux peints par eux-mêmes. Et je vous ai montré ici une affiche pour La Grande Ville. C'est aussi l'époque où l'affiche publicitaire va se développer pour annoncer ces ouvrages qui mettent en scène. Donc les affiches sont placardées dans la rue, à l'intérieur des vitres des librairies, mais on passe devant dans la rue et il s'agit de représenter les personnages que l'on peut croiser dans la rue de la Grande Ville. Et enfin, tout un ensemble éditorial très important va se développer, va dériver de cet ensemble d'ouvrages. Ce sont les physiologies qui ont été publiées entre 1840 et 1841 en très grand nombre et qui reprennent pour la plupart des types déjà évoqués dans les Français pas par eux-mêmes. Donc il y a un jeu entre ces deux formes éditoriales, si ce n'est que les physiologies sont d'un format plus petit et adoptent vraiment la formule et le mode de présentation des petits livrets populaires. Ici, j'ai pris l'exemple du Robert Macaire, illustré par Daumier, avec une planche des Robert Macaire de Daumier, qui montre justement les planches présentées aux vitrines
et les caricatures devant lesquelles se presse la foule des passants de la rue. Quant au livre de Balzac, La Comédie humaine, il comporte des planches de personnages en type, tandis que le texte transpose verbalement les images des caricatures, des types et des vignettes pour évoquer au lecteur tous ces passants et tous ces acteurs, tous ces personnages de son œuvre. C'est donc un regard collectif qui prévaut dans ces différents ouvrages, sauf chez Balzac, c'est un livre d'auteur dans le cas de Balzac, mais dans le cas de tous ces ouvrages, de cette vaste littérature panoramique, ce sont toujours des ouvrages collectifs faisant appel à de nombreux auteurs et à de nombreux illustrateurs, comme je vous l'ai montré aussi pour les Belges, l'exemple des Belges peints par eux-mêmes. Et c'est une formule illustrative, cette formule du type présentée en hors texte, que l'on retrouve donc aussi chez Balzac, qui présente le personnage en pied dans un espace souvent très abstrait. Ce n'est pas le cas ici, mais souvent c'est vraiment l'espace de la page blanche avec une légère ombre portée qui évoque un petit peu l'espace et qui donne un aspect assez monumental au personnage qui est ainsi présenté en pleine page. Et c'est une formule visuelle qui sera reprise par Courbet en premier lieu, mais ensuite aussi, vous le savez, par Manet. Je vous montre ici le portrait de Max Buchon, qui est aussi dit le portrait d'un baron belge du musée Jenisch. Alors, pour l'idée de ces ouvrages collectifs, vous voyez les pages de titres, les publicités qui indiquent le grand nombre d'auteurs et d'illustrateurs de l'ouvrage. Et aussi la publication mise en parallèle dans ces pages publicitaires entre les Français et les Anglais peints par eux-mêmes. Ce sont des pages publicitaires que l'on trouve à l'intérieur de l'ouvrage Les Belges peints par eux-mêmes. Cette formule de littérature panoramique, nous la devons à Walter Benjamin, qui a forgé le terme lui-même dans un passage de Baudelaire qui a été publié tardivement en français en 1982, mais tardivement aussi en allemand en 1955, et qui nous dit « Quand l'écrivain s'était rendu au marché, il regardait autour de lui comme dans un panorama. » Un genre littéraire particulier a conservé ses premières tentatives pour s'orienter. C'est une littérature panoramique. Ce n'est pas un hasard si les livres des 101, les Français peints par eux-mêmes, Le Diable à Paris, La Grande Ville, jouissent des faveurs de la capitale en même temps que les panoramas. Ces livres sont faits d'une série d'esquisses dont le revêtement anecdotique correspond aux figures plastiques situées au premier plan des panoramas, tandis que la richesse de leur information joue pour ainsi dire le rôle de la vaste perspective qui se déploie à l'arrière-plan. Alors ici, je vous rappelle quel était le dispositif panoramique, ce dispositif en quelque sorte panoptique où le spectateur pouvait être à la fois immergé dans une scène entièrement peinte à 360 degrés autour de lui et en même temps le surplomber puisqu'il était sur une sorte d'esplanade et, en surplomb. Cette forme, cette métaphore du panorama, Walter Benjamin l'a peut-être reprise d'ailleurs à un ensemble de gravures publiées dans le journal illustré L'Illustration, lancé en 1843, où l'on retrouve justement cette idée des toutes petites figurines qui circulent devant les grands boulevards. C'est le panorama des boulevards de Paris, qui est une très très longue planche que l'on peut agencer bout à bout pour en faire un immense ouvrage dépliant. Véritablement, c'est l'image de la littérature panoramique qui est représentée ici telle qu'elle a été interprétée par ce terme de littérature panoramique par Walter Benjamin. Et je pense que quand Monet peint le boulevard des Capucines, on retrouve un peu cette idée de la littérature panoramique, cette idée du panoramisme des boulevards, avec ces petits personnages qui grouillent sur le boulevard et qui sont vus d'en haut. Je vais maintenant évoquer cette formule d'édition très spécifique qui a été centrée autour d'un ouvrage particulier, Les Français peints par eux-mêmes, publié d'abord par livraison, à partir de 1839. Les livraisons, ce sont des petits fascicules qui paraissent 2 fois par semaine sous une petite chemise et qui sont vendus pas très cher. On peut s'y abonner et à la fin de l'année, on a un volume
Et donc les volumes paraissent successivement de 1840 à 1842 pour les étrennes. Il en parut 8, 5 volumes consacrés à Paris, qui est vraiment, on voit l'importance de la capitale dans cette représentation du peuple et de la nationalité française, et 3 sur la province, et complété par un volume supplémentaire appelé Le Prisme. Et Le Prisme, c'est assez amusant, c'était un ouvrage qui était par jeu de mots distribué en prime aux souscripteurs, donc aux abonnés des livraisons, et qui reprenait sous forme de livre toutes les petits articles et les petites gravures qui étaient publiées sur les couvertures de livraison des Français peints par eux-mêmes. Parce que dans les couvertures de livraison, l'éditeur avait entrepris non seulement d'ajouter des petits articles comme une sorte de journal du livre, mais aussi de raconter l'histoire du livre. C'est absolument un document passionnant. En général, ces couvertures de livraison ont été détruites, elles étaient jetées, etc. C'est très rare de les consulter, mais elles contiennent ce que l'éditeur a appelé la correspondance des Français, c'est-à-dire les échanges qu'il avait avec les lecteurs, qui l'orientaient dans le choix des livraisons à venir. Donc un lecteur comme un peintre en bâtiment pouvait lui écrire et lui dire « moi j'aimerais qu'on parle de tel ou tel sujet », etc. Et il répondait « oui, mais je vais vraiment le faire, et puis j'ai déjà dit un certain nombre de choses qui correspondaient à ce que vous attendiez », etc. Il y a vraiment des échanges passionnants entre l'éditeur et ses lecteurs dans cette correspondance des Français. En fait, ce projet d'édition, qui semble très original, remonte à une longue tradition éditoriale qui est européenne, c'est celle des tableaux des villes et des cris des villes, mais qui en France a donné lieu à un ouvrage très important, le Tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier à la fin du XVIIIe siècle, et également au début du XIXe siècle à l'Ermite de la Chaussée-d'Antin, publié par Jouy. Et je vous montre d'ailleurs ici le frontispice de l'ermite de la Chaussée-d'Antin, qui reprend cette métaphore de la vue d'en haut et des petites vignettes qui s'agitent au long des boulevards et des rues de Paris, et qui sont analysées par ces publications. Les Français peints par eux-mêmes, donc cet ensemble de volumes que vous voyez ici, et qui sont caractérisés par ces planches hors texte qui représentent les types, sont aussi, là j'ai mis aussi une petite vignette qui montre l'éditeur avec son panier de types et ces petits personnages qui viennent autour de lui dans sa petite corbeille, et puis une des pages est entrouverte pour vous donner un peu l'idée du livre. L'éditeur, dans sa conclusion, écrit ceci: toutes les classes de la société ont été explorées, les salons les plus élégants, les bouges les plus honteux, les plus nobles sentiments de la nationalité, les plus sales instincts du vice, les plus touchantes émotions du cœur, les plus affreux débordements de la débauche, tout a été sondé. Il y a ce projet d'exhaustivité, d'encyclopédisme, qui rejoint évidemment le projet de Mercier. La suite de ces 400 livraisons environ des Français depuis la première, L'Épicier, qui est écrite par Balzac et sur laquelle je reparlerai tout à l'heure, jusqu'à la dernière, Le Corse, par Charles Romet, demeure le témoignage inégalé d'une immense enquête sociale encore consultée par les historiens de nos jours. L'une des particularités de l'entreprise, due au grand éditeur Curmer, était la qualité de l'illustration, à laquelle contribuèrent entre autres Gavarni, Monnier, Daumier, Granville, Lamy ou Meissonnier, mais aussi bien des auteurs. J'ai cité tout à l'heure Balzac, on y trouve aussi George Sand, etc. Le principe fondamental du livre, il va de soi, vous l'avez déjà vu, c'est que c'est l'alliance du texte et de l'image. Et dans l'introduction, Jules Janin, qui en est l'auteur, écrit ceci: pendant longtemps, le peintre allait de son côté, pendant que l'écrivain marchait aussi de son côté. Ils n'avaient pas encore songé l'un à l'autre à se réunir afin de mettre en commun leur observation, leur ironie, leur sang-froid et leur malice. À la fin, cependant, et quand chacun d'eux eut obéi à sa vocation d'observateur, ils consentirent en commun à cette grande tâche, l'étude des mœurs contemporaines. De cette association charmante, il devait résulter le livre que voici.
Ainsi, le texte et l'image se rejoignent dans cette étude des mœurs contemporaines qui fait référence aussi dans la préface au caractère de la Bruyère et aux traditions des études de mœurs. Ce livre s'est donc avéré le pivot éditorial de tout ce vaste secteur d'édition que j'ai présenté tout à l'heure, de la littérature panoramique, et a donné lieu à toutes sortes de déclinaisons à travers l'Europe. Ce nouveau médium qui s'affirme autour de 1840 réunit donc tout ce qui existe pratiquement comme artiste, journaliste, écrivain, pour présenter les types sociaux, d'abord de la grande ville, dont Paris apparaît vraiment comme la capitale et le lieu exemplaire. Une des singularités de l'ouvrage aussi, c'est de présenter les personnages, vous l'avez compris tout à l'heure quand j'ai présenté les illustrations, en pied, avec la dignité de la présentation en pied. Et à nouveau, Jules Jamenin, toujours dans cette préface importante, explique le projet, c'est de se montrer pour nos petits-neveux, non seulement peints en buste, mais des pieds à la tête, et aussi ridicules que nous pourrons nous faire, dans cette lanterne magique où nous passons en revue les uns les autres. Donc il y a cet échange de regards par cet effet d'autoportrait, de portraits les uns par les autres. Rien ne sera oublié, pas même d'allumer la lanterne. C'est une référence à la fable de Florian, le singe qui a oublié d'allumer la lanterne. En un mot, rien ne manquera à cette œuvre complète qui a pour objet l'étude des mœurs contemporaines. Et donc voilà, ces personnages qui apparaissent tour à tour comme dans une lanterne magique, qui vont du gamin de Paris à l'homme de lettres, aux personnages de province, aux canardiers, aux bourreaux, avec ces tables de matière dont je voudrais parler aussi, qui sont des tables de matière illustrées. Et en effet, la table des matières des Français présente bien cette double composante visuelle et verbale de l'ouvrage. Elle n'indique pas seulement la liste des articles et des auteurs, elle énumère avec précision la série des planches et des vignettes, accompagnées des noms des dessinateurs et des graveurs. Elle indique aussi la nature des illustrations, en utilisant plusieurs termes, le terme de type dont j'ai parlé, tête de page, lettre et cul de lampe. Les trois derniers mots appartiennent de longue date aux traditions du livre illustré. Et vous voyez ici donc le type, la tête de page, la lettrine, mais le type est vraiment une formule nouvelle, une invention. Là, je vous ai montré le franc-comtois qui a été écrit par Francis Way, qui était un ami de Courbet, et c'est certainement un des livres qu'a consulté Courbet, et particulièrement cette livraison. Voici aussi, pour vous montrer l'importance de ces types des Français pas par eux-mêmes pour l'histoire de l'art plus généralement, voici le chiffonnier, dont le type est écrit par Berthaud et dessiné par Traviès. On le voit qui fouille les ordures, la haute au dos, courbée, au coin de la borne. Et évidemment, Manet, dans le chiffonnier, dont il peint trois versions successives, mais une particulièrement est à rapprocher de cette tradition des Français pas par eux-mêmes et des typologies issues de l'édition romantique. Plus particulièrement encore, me semble-t-il, dans l'abstraction du dessin préparatoire, avec cet effet justement de silhouette esquissée sur le blanc de la page. Et les couvertures de livraison, comme les affiches, font elles aussi référence à cette idée de type qui sont présentées en noir ou coloriées, comme une des richesses spécifiques de l'ouvrage. Les unes comme les autres comportent ces mots: les Français, mœurs contemporaines, 6 sous la livraison, livraison avec les types coloriés 10 sous, 10 sous la livraison. Et à côté, vous voyez qu'on annonce aussi les Anglais peints par eux-mêmes. Tout ça fait partie d'un même ensemble qui est publié en même temps et en coordination.
Alors, une seconde singularité des Français résidait dans son caractère sériel lié à au mode de vente par livraison dont j'ai parlé tout à l'heure, qui pouvait apparaître comme une tentative de restituer la foule de la grande ville et d'en offrir un mode de déchiffrement social par référence au savoir contemporain et notamment à la méthode de la botanique et de l'histoire naturelle. Le type était isolé dans la page, comme le sont les spécimens des planches des herbiers ou des animaux de Buffon. Ainsi, La femme comme il faut, qui est la troisième contribution de Balzac à l'ouvrage et qui est illustrée par Gavarni, montre le flâneur en botaniste du pavé, herborisant comme un promeneur solitaire à la manière de Jean-Jacques dans les Alpes, si ce n'est que c'est sur le pavé de Paris. Et je cite, « Par une jolie matinée, vous flânez dans Paris. Il est plus de 2 heures. Mais 5 heures ne sont pas sonnées, vous voyez venir à vous une jolie femme. Comme le botaniste, à travers monts et vaux de son arborisation, parmi les vulgarités parisiennes, vous rencontrez enfin une fleur rare. » Le type est ainsi isolé, transplanté dans la planche en hors-texte, alors que la tête de page montre plutôt le milieu dans lequel il se profile et duquel il va falloir l'extraire comme une plante rare. Et la lettre, au contraire, présente soit des accessoires, soit à nouveau un petit personnage comme ici. Il y a toutes sortes de variantes pour la lettre. La monographie du rentier, qui est elle aussi écrite par Balzac et qui est illustrée par Granville, est un autre exemple de ces savoirs auxquels font référence les Français. Elle s'ouvre par une savoureuse description d'histoire naturelle sociale qui surpasse toutes les variantes offertes au fil des pages par les autres auteurs des Français ou par les auteurs des physiologies. Je cite Balzac. « Rentier, anthropomorphe selon Linné, mammifère selon Cuvier, genre de l'ordre des Parisiens, famille des actionnaires, tribu des Ganaches, le civis inermis des anciens, découvert par l'abbé Terray, observé par Silhouette, maintenu par Turgot et Necker, définitivement établi aux dépens des producteurs de Saint-Simon par le Grand Livre. » La tête de page que j'ai reproduite ici pour le rentier montre une petite silhouette de flâneur façon Gavarni, observant avec attention le squelette anthropomorphe du rentier mâle entre ceux de la grue femelle et de l'oie dans une galerie du muséum réservée à l'exposition de ces ossements anthropomorphes au milieu du muséum. On peut signaler aussi d'ailleurs que ces modèles en histoire naturelle sont dénommés précisément des types. Cette répétition des mêmes formules visuelles récurrentes, des mêmes mises en page tout au long du livre contribue à l'auto-apprentissage du regard du lecteur qui est éventuellement néophyte en matière d'édition illustrée et qui en même temps va apprendre ce langage nouveau de l'image romantique qui est destinée au public des classes moyennes, au public du peuple, et aussi de ceux qu'on a appelés les nouveaux lecteurs. Je reprends la formule de Jean Hébrard dans l'histoire de l'édition. Nouveaux lecteurs populaires. Oui, voilà la physiologie du rentier qui est aussi écrite par Balzac. Et alors les planches, oui, j'ai voulu vous montrer aussi les planches. Il y a 2 planches pour le rentier, ce qui est inhabituel parce que d'habitude il n'y en a qu'une seule. Les voici l'une et l'autre, et vous voyez que dans l'une, on a quelque chose qui fait référence par l'ombre portée à la poire. Donc il y a une légère allusion politique avec ce rentier au ventre rebondi, au ventre législatif et au ventre que dénigrent les caricaturistes dans la période de la caricature politique, des célébrités du juste milieu. Tandis qu'à droite, vous avez le couple du rentier et de sa femme, un peu présenté de façon très humoristique, avec ce petit chien dont le visage rime avec le visage du rentier. Alors j'ai montré une autre œuvre de Granville de la période politique qui montre ce recours à l'ombre portée pour révéler la poire dans la silhouette de Louis-Philippe, vue de dos. Et ici, une reprise, me semble-t-il, assez manifeste par Seurat dans La Grande Jatte de l'illustration du rentier et sa femme de Granville.
À présent, même le roi... alors, une autre des caractéristiques de cet ouvrage, c'est de faire référence à toutes sortes de traditions de l'histoire de l'estampe et de l'histoire des représentations collectives. On peut faire référence à la gravure de mode, aux galeries de costumes régionaux, au recueil d'uniformes, aux costumes de théâtre. J'ai simplement pris pour référence, puisque le thème de ce festival, c'est le peuple, les cris de la ville, qui sont une référence très importante pour l'élaboration des Français peints par eux-mêmes. Et que l'on retrouve aussi sous la forme des petits crieurs dans l'imagerie populaire, dans l'imagerie d'Épinal, tout à fait à la même période, vue en silhouette, en ombre chinoise. Cette figure de l'habit noir est très importante. Et maintenant que le roi Louis-Philippe, qui est le roi des Français, s'habille en bourgeois, porte l'habit, le haut de forme et ce célèbre riflard, son parapluie, il trouve sa place à son tour dans la galerie des Français, au même titre que le croque-mort qui a été croqué par Henri Monnier. Je vous montre l'annonce de la bibliographie de la France pour cette livraison, ou la misère en habit noir, et là je vous montre le dessin de Granville préparatoire à la misère en habit noir, ou l'étalagiste qui épluche ses pommes de terre au coin de son étalage, ou le bourreau de Poquet, qui n'est plus ce bourreau antique à l'habit rouge, à l'âme plus rouge, auquel on peut penser si on pense à l'exécution de Jeanne Grey de La Roche, mais qui est devenu un homme en habit noir et qui est lui-même décapité par les facéties de l'illustrateur qui l'a mis dans un grand cadre mais qui a fait pendre une draperie devant son visage. Il est habillé comme le premier bourgeois venu. Quel est-il? Un avoué? Non, un vaudevilliste? Non, un banquier? Un marchand? Non. Il va à la conciergerie, c'est donc un huissier? Un greffier? Non, non. Serait-ce donc le bourreau? Chut. Donc, vous voyez que cet habit noir devient une sorte d'uniforme collectif du costume masculin. Et évidemment, c'est quelque chose dont Baudelaire a ressenti très fortement la portée tout à la fois politique et poétique dans cette phrase célèbre « Remarquez bien que l'habit noir et la redingote ont non seulement leur beauté politique, qui est l'expression de l'égalité universelle, ça c'est le principe même d'édition des Français pas par eux-mêmes, cette égalité de tous dans le même calibre de la page où tous sont représentés en pied, mais dans le même espace, mais encore leur beauté poétique, qui est l'expression de l'âme publique. Une immense défilade de croque-morts politiques, croque-morts amoureux, croque-morts bourgeois. Nous célébrons tous quelque enterrement. Et évidemment, célébrer quelque enterrement, c'est ce qui nous fait penser, bien sûr, à un enterrement à Ornans, où Courbet a convoqué, comme dans un microcosme, une sorte de pendant aux Français pas par eux-mêmes, transposé dans la petite ville d'Ornans, un espace social collectif où se déploient tous les personnages côte à côte dans un même espace qui est celui du tableau. Et dans l'atelier qu'il peint en 1854-55, et vous savez bien que dans la partie gauche du grand tableau sont réunis des types sociaux qui font pendant à la partie droite, où au contraire sont réunis des portraits. Et parmi ces types, on retrouve notamment l'Irlandaise à l'étang, le grand bourgeois, etc. Il y a cette espèce de mélange social très caractéristique et qui est propre aux Français peints par eux-mêmes. Alors, j'en arrive à ma troisième partie où je voudrais évoquer le fait que l'enquête va s'élargir dans la dynamique de l'ouvrage
On n'y pense pas toujours parce qu'on est frappé plutôt par le côté kaléidoscopique du livre. Quand on le feuillette, on passe d'un type à l'autre, etc. Mais en fait, quand on regarde les 8 volumes petit à petit, on s'aperçoit qu'à partir du tome 3 et plus encore du tome 4, il y a vraiment une sorte de militantisme et presque, qui annonce les idées de 1848 qui se met à jour. On commence avec au tome 1, la première livraison, c'est L'épicier, qui est signé d'ailleurs de Balzac. Et le tome 1 se termine par Le spéculateur. Donc là, c'est vraiment ce qui est montré, c'est plutôt les classes sociales de la bourgeoisie et de ceux qu'on appelle alors les industriels d'un ton très méprisant, c'est-à-dire ceux qui sont un peu des exploitants, dont se moque Daumier dans les Robert Macaire, qui sont représentés et qui apparaissent un peu comme la quintessence de l'époque, en pendant à la vie élégante, présentée plutôt par Gavarni, la femme comme il faut, la femme du monde, etc. Donc dans ce premier volume, c'est surtout cela qui prévaut. Le texte de l'épicier est passionnant et Balzac, je le cite, écrit ceci: « Je laisse aller un mort, un évêque, un roi, sans y faire attention. Mais je ne vois jamais avec indifférence un épicier. » Et dans cette première phrase, il fait un peu référence à l'idée de la danse des morts, qui est très importante pour penser aussi le passé de cette frise égalitaire à laquelle a pensé aussi Courbet dans Un enterrement à Ormolan, et dans une lettre commentée par T.J. Clark, où il parle de cette danse des morts. À mes yeux, l'épicier, dont l'omnipotence ne date que d'un siècle, est l'une des plus belles expressions de la société moderne. Il est l'alpha et l'oméga de notre état social. Cet homme est la civilisation en boutique, la société en cornet, l'encyclopédie en action, la vie distribuée en tiroirs, en bouteilles, en sachets. Il entre pour beaucoup dans la physionomie de Paris. Je ne fais qu'un reproche à l'épicier, il se trouve en trop grande quantité. Certes, il en conviendra lui-même, il est commun. L'épicier, homme moyen de l'époque, devient une sorte d'allégorie réelle de l'époque de la monarchie bourgeoise. Il est, dit Balzac, un viscère indispensable à la vie sociale. Mais si on avance dans le livre, on va changer de registre et progressivement, on quitte un peu cette apparence soit parodique, soit tournée vers la vie élégante, donc vers Gavarni, etc., et s'intéresser davantage à des enquêtes sur les misérables. Et en fait, la publication de l'ouvrage est tout à fait contemporaine des grandes enquêtes sociales. J'ai présenté ici un ouvrage qui paraît la même année, de la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France, de Eugène Buret, et toutes ces enquêtes qui font suite à celles de Villermé, aux écrits de Gérandeau et de Frégier, trouvent une nouvelle voie tournée vers un plus large public, dans les Français pas par eux-mêmes, qui font une large place au paupérisme et aux misérables, ne serait-ce que par une très importante série de petits métiers consacrés aux cris de la ville. C'est dans le tome 4, dont je vous présente ici le frontispice, où on voit aussi un large chapitre consacré aux détenus et aux univers de la prison. On y voit aussi la place réservée à la prostitution de la femme sans nom, l'évocation des ouvriers et celle des enfants de fabrique. Et l'évocation de l'homme du peuple donne lieu d'ailleurs à une prise de parole très intéressante dans la livraison consacrée à l'invalide par un auteur-illustrateur qui s'appelle Lawrence et qui fait vraiment parler l'invalide, donc le blessé de la Grande Armée, qui a été le premier moment où le peuple a pris conscience de lui-même. Et il écrit ceci, dans son langage tout à fait vert, qui défie la grammaire. « Je te lui enflanquerai des types à ton monsieur Curmer, qui ne fait que des types de comme il faut, qui n'ont jamais pu d'exister. Je lui ferai le soudard, le braillard, l'argotier, le décrotteur, l'écarisseur, le trépied, le récureur d'égout, le limousin, l'étudiant de la grève, le limonadial de liard, le verre, le marchand de pommes de terre frites dans l'eau, l'allumeur de réverbères, le
jeune premier des funambules, le ténor de Lazari, le traître de Madame Saki, le souricière de la Halle, le mouchard, le forçat délibéré, le filou imperméable, le carottier, le tambour, l'invalide, et puis une masse d'autres, quoi. Mais ça, c'est des types et des rupins. C'est pas comme l'étudiant en droit. Ça demeure pas Faubourg Saint-Germain, voilà. La grisette, c'est connu, comme chou blanc. Qu'ils y viennent donc un peu ces malins-là, Henri Monnier, Jules Janin, Gavarni. Voilà, donc c'est un peu le ton qui est utilisé et de façon humoristique, mais en fait, à partir de ce moment-là, tous ces personnages vont entrer effectivement dans le répertoire des Français peints par eux-mêmes, qui change véritablement de ton avec cette livraison qui est écrite et illustrée par celui qui illustre à la même date l'histoire de Napoléon racontée par un vieux soldat dans une grange que Hetzel publie d'après le chapitre « Le Napoléon du peuple » du médecin de campagne de Balzac, dans le format d'un livret populaire au moment même du retour des cendres de l'empereur à Paris. Donc c'est un moment où la mémoire de la Grande Armée revient très fortement. Et donc cette livraison de l'Invalide est consacrée aux vétérans de la Grande Armée est particulièrement intéressante pour cette entrée en scène de la veine populaire et des classes qui n'ont pas droit à la visibilité normalement, classes populaires, mais classes même du sous-prolétariat. Je vais être obligée de passer, pour tenir un peu dans mon temps, tout un développement où je voulais évoquer également le fait qu'on va, dans une livraison, avoir un discours très militant et tout à fait dans les prémices de la Révolution de 1848 et du Printemps des peuples en faveur de l'abolitionnisme et de l'abolition de l'esclavage, dans la livraison consacrée aux créoles des Antilles, et qui fait référence évidemment au fait que, de même que La misère des classes laborieuses de Buret avait été publié en 1840, en 1840 paraît aussi l'ouvrage de Victor Schœlcher, L'abolition de l'esclavage, examen critique des préjugés contre la couleur des Africains et des sangs mêlés. Et finalement, donc, cette figure de l'homme du peuple en ressort tout à fait héroïsée. Elle donne lieu d'ailleurs à une livraison spécifique dont le texte est écrit par Gozlan et qui est illustré par Traviès, où l'on retrouve cette sorte de signe plastique qui a été commenté dans un article par l'un de nos collègues américains de la manche de chemise retournée sur le bras nu de l'homme du peuple qui est droit comme un nouveau héros et en pleine dignité. Donc, l'éditeur manie tous ces textes multiples, il fouille tous ces manuscrits, il utilise la correspondance des Français pas par eux-mêmes pour donner une voix plurielle à ces auteurs, à ces lecteurs, à ces illustrateurs, et rendre compte de toutes les composantes de la société contemporaine dans une sorte de vaste concert qui est polyphonique ou peut-être charivarique et dont l'éditeur est véritablement le chef d'orchestre, ce qui lui permet de s'adresser à un public multiforme. Et entre parenthèses, la notion même de chef d'orchestre est apparue exactement à la même époque. Ma dernière partie est consacrée à ce que j'appellerais l'alter-portrait des peuples, puisque j'ai parlé jusqu'à présent de l'idée d'autoportrait qui prévaut dans les Français peints par eux-mêmes. Au contraire, on aura une autre forme de portrait croisé, en quelque sorte, avec ces portraits en miroir que se renvoient les Français et les Anglais en face à face dans les éditions et les traductions des Anglais peints par eux-mêmes et des Français peints par eux-mêmes qui ont été traduits l'un et l'autre en Angleterre et en France. Le caractère européen de cette série de livres, dont le titre se termine par « Peints par eux-mêmes » et dont les Français peints par eux-mêmes demeurent la publication principale, est en fait rarement mis en évidence. Pourtant, cet autoportrait collectif que les peuples s'adressent mutuellement les uns aux autres peut vraiment s'interpréter comme cet alter-portrait qui amorce l'idée d'une culture européenne s'adressant à un large public quelques années avant le Printemps des peuples des révolutions de 1848. La circulation des représentations suppose un travail d'adaptation pris en compte par la traduction et par l'illustration et manifesté par le lancement
d'un éditeur dans un pays étranger, vers le pays étranger, et la circulation à travers plusieurs pays des livres. En fait, il s'avère que le concept des Français peints par eux-mêmes n'a pas été inventé par Curmer. Il s'est inspiré d'un ouvrage publié en Angleterre qu'il a fait traduire par Émile de la Bédolière, qui était le rédacteur en chef de la Revue britannique et aussi le traducteur de Dickens. L'ouvrage s'appelait « Heads of the People », les têtes du peuple. Et du coup, c'est très important de passer de la tête aux pieds, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un livre publié à Londres sous la direction d'un publiciste assez connu, Douglas Jerrold, illustré par Kenny Meadows en 2 volumes en 1838. Les deux, aussi bien l'auteur que l'illustrateur, sont d'ailleurs des contributeurs du Punch, qui est le recueil de caricatures, l'équivalent le Charivari de Londres. The London Charivari, c'est son sous-titre. Dans la version française qui a été vendue par livraison illustrée par Curmer et traduite donc par Curmer, Les Anglais peints par eux-mêmes de 1839 à 1841, le préfacier se flatte de cette antériorité et de cette diffusion internationale. Il dit ceci: « Ce n'est pas en Angleterre seulement que cette publication s'est fait avantageusement connaître. Non seulement elle a été traduite en français, mais elle a servi de modèle à un ouvrage national auquel coopèrent les plus spirituels écrivains de Paris. On voit les Anglais peints par eux-mêmes, membres de la nombreuse famille de John Bull, regarder nos ennemis naturels à travers les vitres des librairies françaises. » Donc c'est cette idée d'alter-portrait là que je voudrais défendre. L'idée du peuple apparaît avec le collectif de The People, qui veut aussi dire les gens. Celle du portrait collectif est indiquée par le pluriel de heads, terme également utilisé d'ailleurs en anglais dans le vocabulaire numismatique et qui est l'équivalent de ce qu'on appelle en numismatique en français un type monétaire. L'ensemble du syntagme renvoie au dispositif de tête groupée par lequel Hogarth avait expliqué au public, dans une planche célèbre, l'opposition entre caractère et caricature. Le Punch, pour lequel travaillent donc les contributeurs de l'ouvrage, apporte sa contribution régulière à ce dernier genre. L'ouvrage présente au lecteur la société française à travers un éventail de types, de heads, qui sont plutôt des caractères que des caricatures et qui sont d'ailleurs assez mal gravés, une sorte de maladresse un peu volontaire dans l'illustration. Il actualise pour les contemporains l'un des textes fondateurs de la littérature anglaise, qui est parfois cité d'ailleurs dans les livraisons, les contes de Canterbury, les Canterbury Tales de Chaucer, par une suite de chapitres humoristiques dédiés à chacun de ces caractères. Le texte nous dit « John Bull a une nombreuse famille, dont tous les membres sont plus ou moins distingués par les qualités, les goûts, les folies, les contradictions tristes ou gaies qui tiennent de l'auteur de leur jour. Nous donnons ici une 50aine de ses enfants. Nous comptons en offrir encore au monde un nouveau demi-son. » Donc c'est ce qui est dit dans la préface. Et le cul de lampe que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, de cette préface représente d'ailleurs l'auteur et l'illustrateur, ou plutôt l'illustrateur, face en peintre à son chevalet, faisant le portrait de John Bull, qui personnifie, tout en l'animalisant, ce père de famille du peuple anglais. Donc c'est une sorte de roman familial du peuple anglais qui est présenté ici. La composition de l'ouvrage est tout à fait hétéroclite, comme l'indique la liste des premiers chapitres. On commence avec le pique-assiette, puis on a le clerc d'avoué, le courtier marron, la couturière, le lion littéraire, le médecin à la mode. On passe en revue le monde politique, les étudiants, les artistes, la justice, le clergé, la police, l'armée, les navigateurs, les voyageurs, les commerçants, les marchands de rue, les gens de la ville et de la campagne, tandis que les tavernes donnent lieu à toute une suite de livraisons qui évoquent la boisson et le chant. L'opposition entre les classes est mise en évidence. On trouve l'enfant de manufacture, le ramoneur, le chanteur de rue, le paysan irlandais, le tisserand de Spitalfield, face à l'usurier, au prêteur sur gage, au créancier et surtout au capitaliste, qui est un anglicisme qui trouve ici l'une de ses premières occurrences. Et bien sûr, évidemment, toute cette idée de classe
qui est en train d'émerger avec les types des Français Paparumem est important pour penser aussi le marxisme. Vous savez que Marx publie à Londres en 1848 La lutte des classes en France. Plusieurs personnages d'enfants sont introduits, tandis que d'autres titres mentionnent la vieillesse. Environ 99 portraits, sur lesquels il y a 14 femmes. Et parmi les titres, plusieurs sont des anglicismes. Dans la traduction, on trouve le cockney dans le premier tome, dans le second, le whig, le vieux squire, le jeune squire, le tory, le jockey, etc. Le city remembrancer. Alors, le cockney est un personnage intéressant parce qu'il fait pendant au badaud. Il est légendé le badaud et il a pour titre le cockney. Et le badaud intervient dans les Français Paparumem, dans la livraison sur le flâneur, qui est évidemment très importante, très baudelairienne. Et on le voit en train de dévorer les affiches sur une colonne dans la petite lettre. Et puis, il passe rapidement de profil, comme un passant dans la rue, l'œil un peu exorbité dans la planche. Le chanteur de rue est aussi un personnage intéressant. On le voit, la face déformée par l'effort du chant. Et le texte emphatique de Douglas Jerrold commence par égrener avec nostalgie les souvenirs des chanteurs de son enfance à Londres. Il réhabilite ainsi une forme d'expression qui a été dévalorisée par l'importation des exigences musicales venues d'Italie. Il dit ceci: l'oreille du public est devenue capricieuse, exigeante, difficile, et voilà pourquoi le chanteur des rues dépérit et meurt. Il est tombé victime des beaux-arts de l'Italie. Le chanteur est pourtant celui qui, nous dit-il, par sa voix fait tressaillir le cœur de la nation. Quoique notre siècle le désavoue, quoique notre époque repousse ces chansons, ne l'oublions pas dans notre galerie des types nationaux. Il apparaît comme, je cite encore, le véritable descendant du marchand de musique primitif. Et c'est un moyen aussi de critiquer les nouveaux chanteurs de romances, les illustrateurs des publications illustrées, les dames à figure de pain de sucre. Il s'ensuit un éloge de l'authenticité des portraits populaires gravés sur bois et de la vigueur de leurs modèles. Et on peut trouver dans cette livraison des chanteurs de rue quelque chose qui fait pendant à l'éloge du canardier, du marchand de canards dans Les Français peints par eux-mêmes, qui est sur un texte de Gérard de Nerval, illustré par Granville, où on voit aussi ce visage un peu déformé par le cri de celui qui crie dans la ville et qui vend ces journaux illustrés, forme très primitive de la presse et très populaire de la presse, qui existe encore dans les années 1840, comme une sorte de survivance. Alors, vous voyez que, à travers cette présentation de ces différentes publications, on s'aperçoit que dès 1839, une sorte de... Enfin, j'ai trop peu parlé de Bruxelles et des Belges peints par eux-mêmes, parce que j'ai coupé la partie pour tenir mon temps. Mais en fait, il y a une sorte de triangle qui va se tracer entre Londres, Bruxelles et Paris, les trois capitales de l'édition, mais aussi de l'industrialisation, de la modernité commerciale, où se produit l'invention de cette formule éditoriale étroitement impliquée dans la prise de conscience des classes sociales et aussi l'expansion du capitalisme. Mais la volonté de varier les représentations, de montrer les personnalités plus spécifiques à chacune des nationalités, conduit aussi les éditeurs à prendre en compte les modes d'expression populaires. Dans la décennie qui précède les révolutions du printemps des peuples, la triple publication des Anglais, des Belges et des Français peints par eux-mêmes fonde donc cette idée d'un autoportrait collectif et procède d'un principe d'émulation et de concours entre les nations industrialisées qui présidera aux expositions universelles, mais aussi de concurrence entre elles. Elle prend en compte la mise en place des stéréotypes nationaux avec lesquels jouent les caricaturistes et les humoristes d'un pays à l'autre, particulièrement des deux côtés de la Manche. Et dans cet échange naît une sorte de protocole d'adresse et de réception que j'ai appelé l'alter-portrait. Par la suite, les trois premiers titres que j'ai évoqués, les Belges, les Français, les Anglais, seront relayés par les Espagnols
Pintados par os mismos, publication liée au costumbrismo hispanique, les Allemands, les Néerlandais, les Russes peints par eux-mêmes, chacun dans sa langue. Comme Curmer va d'ailleurs en faire le constat dans sa conclusion pour les Français, où il raconte qu'il est allé se promener à travers l'Europe et où il se flatte de ceci. Je le cite pour terminer. Le mouvement intellectuel produit par la publication des Français pas par eux-mêmes a dépassé tout ce que l'on pourrait croire. C'est Curmer qui écrit la conclusion. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont traduit les textes des Français. Les Belges, les Hollandais, les Russes peints par eux-mêmes ont pris naissance au même berceau que les enfants peints par eux-mêmes, les animaux peints par eux-mêmes et ces éphémères physiologies aussitôt mortes que nées, mais dont l'éclat passager a montré combien était féconde la source ouverte par notre publication. Et dans sa conclusion, Curmer mentionne comme une preuve de succès les nombreuses imitations de son livre. Le prospectus du livre remarque la même chose. Ils ont été reproduits, imités, contrefaits. Ils ont fait naître une série de publications de même genre que les théâtres leur ont emprunté. Et en effet, au vaudeville, les Français ont été chantés et dansés. Voilà. C'est terminé.